Bienvenue dans le vrai podcast, le seul vrai podcast. Alors la philosophie, c'est quoi ? Alors on peut répondre de plein de manières différentes à cette question. Tous les philosophes le font d'une manière différente. On pourrait faire toute une liste où on explique comment est-ce que Platon il dit que c'est la capacité de prendre le sensible pour le transformer en concept rationnel absolu. Comment est-ce que Bergson dit que la philosophie c'est la capacité à s'émanciper du langage pour retrouver le réel derrière le langage, derrière les mots, derrière toutes ces barrières qui nous bloquent, et donc à formuler une intuition qui soit bien plus performante. Et on pourrait faire toute une liste de qu'est-ce que c'est la philosophie. On aurait plein de définitions différentes qui peut-être des fois répondraient aux questions qu'on se pose plutôt, mais qui en fait seraient un peu problématiques parce qu'elles seraient contradictoires. Donc on va pas vraiment répondre tout à fait à qu'est-ce que c'est la philosophie dans l'absolu exactement. Mais on va juste ici là en parler d'un détail, parler d'un truc en particulier sur qu'est-ce que c'est la philosophie, au travers d'un angle qui est qu'est-ce que c'est qu'être philosophe, que vivre en philosophe, qu'est-ce que c'est. Alors on aurait déjà une idée peut-être assez répandue de qu'est-ce que c'est que vivre en philosophe. J'ai demandé à plein de gens autour de moi, ils m'ont dit vivre en philosophe c'est se poser des questions, essayer d'y répondre, mais c'est des questions auxquelles dont personne ne se pose la question. Voilà. Essayer de répondre à des questions que personne ne se pose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu des trucs dans le genre. Et en fait, c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai parce que ouais, c'est ça, c'est des questions que la plupart des gens ne se posent pas et que les philosophes se posent. Et c'est précisément ce qui fait la spécificité des philosophes. En particulier sur la question qui nous intéresse, là, qu'est-ce que c'est que vivre en philosophe ? En fait, il faut comprendre, c'est pas juste des questions qui se posent académiquement, les philosophes, qui se posent pour le plaisir de réfléchir. Alors, même si c'est plaisant de réfléchir, c'est pas pour ça qu'ils se les posent. C'est des questions, en fait, qui sont aussi importantes que certaines personnes se disent comment est-ce que je gagne de l'argent ? C'est une question aussi. Est-ce que je vais avoir une bonne note ? Est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche ? Cette personne-là, pourquoi est-ce que je l'aime ? Voilà, des questions un peu essentielles pour nous, importantes, et qui sont essentielles, importantes pour le philosophe. Alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a changé entre un philosophe et une personne non philosophe ? Qu'est-ce qui a changé de l'un à l'autre pour que le philosophe en vienne à se poser ce genre de questions ? Eh bien, le philosophe, en fait, c'est celui qui n'a pas les mêmes critères de vérité que les autres. N'a pas les mêmes critères de vérité, c'est-à-dire que pour lui, ce qui est vrai, ça ne veut pas dire la même chose que ce qui est vrai pour quelqu'un d'autre. Alors on va dire oui, chacun a sa vérité, voilà, effectivement. Mais on va essayer de voir plus en détail ce que ça veut dire par là. En fait, il faut comprendre que comprendre, le mot comprendre, ce qu'il y a derrière, le fait de comprendre, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Un premier exemple facile pour voir ce qu'on veut dire ici, c'est par exemple, quelqu'un vous demande quel est ton nom, vous lui dites votre nom de famille, il voulait savoir votre prénom. À une même phrase, il y avait plusieurs manières de la comprendre. Et donc plusieurs manières de s'attendre à l'avoir compris. Peut-être que vous pensez avoir compris cette phrase parce que vous dites « Ah, il me demande mon nom de famille » alors qu'il vous demande votre prénom et que la personne à côté va se dire « Ah, il me demande mon prénom ». Et donc les deux personnes vont penser l'avoir compris, mais ils ne vont pas l'avoir compris de la même manière. Donc ce dont on parle plus précisément ici, c'est pas vraiment de la compréhension d'une vérité absolue, mais du sentiment de compréhension. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le sentiment de compréhension ? Eh bien, ça dépend des gens. Et c'est ça qu'on veut dire par le fait que comprendre ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Que pour avoir le sentiment de comprendre quelque chose, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas tous les mêmes critères. Déjà, premier truc, on n'a aussi pas toujours les mêmes critères à propos de quelque chose, d'une chose ou à propos d'une autre. Quand on doit comprendre un système politique complexe de tout un pays, on se dit une explication simple fera l'affaire. On se dit il y a une dette économique, c'est pour ça qu'il y a ce problème, et voilà, on a une explication simple. Et pourtant, si on va dans les détails, on voit que c'est plus compliqué. On peut voir qu'on a plus de critères. Et en même temps, quand on va essayer de comprendre le scénario d'une histoire dans une série qu'on aime bien, on va voir dans les détails, on va voir plus
chaque minuscule passage, dire ah mais non, c'est pas juste cette histoire, ce personnage il est important. Et donc, comprendre, notre critère de compréhension change. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs critères au sein de nous, qui nous, en fonction du contexte, en fonction de la situation, en fonction de l'objet, qui nous permettent de dire qu'on a compris quelque chose ou qu'on n'a pas compris quelque chose. Le sentiment de compréhension, il arrive à différents moments et en vertu de différents critères. De manière générale, ça se passe comme ça. Mais pour les philosophes, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que lui, le plus possible qu'il peut, ce qu'il essaie de faire, c'est d'avoir des critères de compréhension qui sont les mêmes tout le temps. Chaque chose, il essaie de les comprendre en vertu des mêmes critères de compréhension. Si il doit analyser une série, ou si il doit analyser les conséquences politiques d'un pays à l'échelle nationale, s'il doit analyser un fait scientifique, s'il doit analyser l'état psychique d'une personne, tout ça, il va le faire avec la même méthode. Maintenant qu'on se dit, ça peut pas marcher, enfin, c'est des objets différents, ça peut pas marcher avec la même méthode. Eh ben, à première vue, oui, à première vue, ça a l'air compliqué. Mais justement, lui, il va trouver une méthode qui est tellement large, tellement générale, que ça va fonctionner quand même pour chaque méthode. Alors, on peut prendre un exemple tout simple de ça, ça peut être simplement le fait de se dire que la vérité est cachée derrière les apparences. Alors, on ne dit pas que ça c'est vrai dans l'absolu, mais simplement ça peut être un exemple de critère de vérité qu'on se donne et qui fonctionne pour tout. Que à chaque fois qu'on voit quelque chose, en fait la vérité est cachée derrière. Il faut passer par la réflexion ou par autre chose, par l'analyse, par l'expérience, pour voir que, en fait, les premières apparences sont fausses. Alors ça c'est vraiment le premier truc de base qui nous permet de dire ok, voilà un critère de vérité. Mais c'est quand même un truc, c'est pas rien quoi. Le fait de dire que les apparences sont fausses et que la vérité est cachée derrière. Parce que ça veut dire que déjà, notre sentiment de compréhension ne peut pas porter sur tout. Ça veut dire que quand on est face à quelque chose, on ne peut pas directement se dire « je l'ai compris ». On est obligé de passer par un état de réflexion, par une expérience, par une méthode, par peu importe ce qu'on choisit, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le sentiment de compréhension facilement. Et pourtant, avoir le sentiment de compréhension facilement, c'est quand même quelque chose de très pratique. Le fait de savoir ce qu'est une chose, le fait que quelque chose ne soit pas en question, le fait que j'ai le sentiment de la comprendre, ça arrive à propos de quasiment tous les objets qu'on voit, hein, la plupart du temps on ne se pose pas de questions dessus, mais du coup c'est très pratique. Si j'ai un couteau, et que j'ai pas à questionner, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, comment ça fonctionne, pourquoi, qui... c'est peut-être pas les meilleures questions à propos d'un couteau, mais si j'essaie de comprendre ce couteau, je vais pas l'utiliser. Je vais pas savoir non plus comment l'utiliser. Et puis peut-être je vais perdre du temps si je suis pressé. Donc je vais pas savoir l'utiliser, mais au contraire, si je sais ce que c'est, je vais pouvoir couper des trucs avec. Donc quand même, c'est très pratique d'avoir ce sentiment de compréhension. D'où le fait que on a des manières de comprendre, des manières d'expliquer dans notre société qui sont quand même très pratiques, qui nous permettent de comprendre plein de choses. Les philosophes, c'est justement des gens qui ont un peu glitché ce truc-là. Pas forcément dans le bon sens du terme d'ailleurs. Hein. Ils ont un peu glitché ce truc-là, c'est-à-dire que le sentiment de compréhension à propos de plein de choses, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, c'est-à-dire que face à ce même couteau, il y a plein de philosophes qui vont pas comprendre ce qui se passe, qui vont pas réussir à saisir, dans les deux sens du terme, ce que c'est que ce truc, comment ça fonctionne, pourquoi, qui, comment, comment ça fonctionne, comment c'est construit. Et donc, pas parce qu'ils sont bêtes. On pourrait dire peut-être c'est parce qu'ils sont bêtes. En vrai peut-être, mais c'est pas de ça qu'on va parler. C'est plus de pourquoi est-ce que ils sont face à un état d'étonnement face à ce couteau. Parce que c'est vraiment ça. Aristote, lui, la manière qu'il a de définir la philosophie, c'est de dire que c'est un étonnement. Justement, c'est un étonnement parce que le sentiment de compréhension, parce qu'on a face à toutes les choses, du jour au lendemain, d'un coup,
Qu'est-ce que c'est qu'être philosophe? C'est ça, c'est le fait que du jour au lendemain, d'un coup, eh ben, il y a quelque chose qu'on voit et on le comprend pas. Et on se dit non, ça c'est pas normal, ça c'est pas vrai, ça c'est pas cohérent. Depuis toujours, la manière que j'avais de comprendre ce que c'est qu'un couteau, elle ne fonctionne plus. Alors, le plus souvent, les étonnements philosophiques, ils ont lieu à propos de, pas forcément d'objets aussi spécifiques. Ça peut être d'objets plus généraux comme l'amour, Dieu, la liberté, le désir, la science, plein de trucs. C'est à chaque fois se dire, la manière dont, depuis toujours, je voyais ça comme évident, eh ben, elle marche plus, elle fonctionne plus. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne plus? On retrouve ça, l'idée que c'est les critères de vérité, les critères de satisfaction de ma compréhension qui ont évolué. Exemple facile encore, si depuis toujours je croyais à mes sens, si je me disais je crois que ce que je vois, eh ben ça c'est Descartes qui prend cet exemple, on prend un bâton, on le trempe dans l'eau et on voit qu'il se tord dans l'eau. On voit le bâton qui est tordu. Alors même quand je le ressors, il n'est pas tordu. Donc l'eau déforme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout à fait faire confiance à notre vue. Et donc si depuis toujours on se disait je peux faire confiance à ma vue, là je viens d'avoir un critère supplémentaire. Me dire non, il y a certains cas où je ne peux pas faire confiance. Et ça, le fait d'avoir ces informations-là, ça m'empêche d'avoir des sensations de compréhension à propos d'une chose ou d'une autre aussi facilement que je les avais jusqu'alors. Les philosophes, ils essaient d'avoir ça partout, de reprendre des grands termes, des grands concepts, des grandes certitudes, et à partir de ces certitudes, de regarder l'ensemble du monde. Des fois, ça part d'un étonnement comme ça, et de se dire j'ai un étonnement, mais comment est-ce que du coup je dois recomprendre la chose si depuis le début, en fait, je croyais que le bâton était tordu, et que j'ai vu qu'en fait, quand je le ressors, il est tout droit. Ok, comment est-ce que je comprends la chose? Comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème? C'était facile à comprendre, il y avait un bâton tordu, et puis à un autre moment, il y avait un bâton droit, mais quand je les mets à côté, ça marche pas. Parce que c'est quand même le même bâton. Alors comment je pourrais résoudre ce problème? Je pourrais me dire, c'est pas le même bâton. Voilà, ça peut être une solution. Je me dis, c'est pas le même bâton. Mais quand même, peut-être, moi je pense que c'est quand même que c'est le même bâton. Il y a des choses qui me mènent à penser ça que j'arrive pas à retirer. Alors je pourrais me dire, dans ce cas, ça veut dire que l'air fait se raidir le bâton. Et dans l'autre cas, autre solution, c'est celle-là qu'on a adoptée généralement dans les lieux communs, dans la science et tout, c'est plutôt que l'eau fait déformer la lumière, et donc qu'on voit le bâton tordu. Et là enfin, on arrivé à correspondre à tous ces critères de compréhension, à tous ces critères de vérité supplémentaires qu'on avait. Et on a trouvé une réponse qui permettait de tous les faire tenir ensemble. Et c'est un peu ça, concevoir une manière de comprendre le monde, concevoir un système de vérité, un système de compréhension. C'est le fait de prendre tout un tas de choses contradictoires, tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas ensemble, et de dire comment est-ce qu'on les organise pour qu'ils puissent faire unité, pour qu'il puisse y avoir un truc cohérent. Même si ce truc cohérent, c'est le fait qu'il puisse y avoir des différences. Il faut qu'ils puissent tenir ensemble, quoi. Il faut que ce soit possible qu'ils existent dans le même monde. Et alors on aurait envie de dire, mais la science fait pareil. Toutes les sciences, elles font pareil. L'économie fait pareil, l'histoire fait pareil, la physique fait pareil, l'anthropologie fait pareil. Tout le monde, toutes les sciences, même la religion, toutes les manières de comprendre le monde, tous les systèmes de vérité, essaient de tout faire tenir ensemble, et effectivement. Mais en même temps, la plupart des systèmes de vérité, tous ceux qu'on a énoncés d'ailleurs, ils vont tout faire tenir ensemble en snobant certaines parties du monde. La science ne s'intéresse pas à la morale. Et non pas que ce soit à blâmer, la science n'aurait rien à dire sur la morale. Ou peut-être, ou très indirectement, elle pourrait dire combien est-ce que de personnes croient en ça, voilà. Mais la science n'aurait rien à dire sur la morale. Tout comme
la religion n'aurait rien à dire sur la- la- les horaires de train. Tout comme, enfin, on pourrait trouver des tas d'exemples comme ça, de choses qui n'ont aucun rapport à propos de ces systèmes de pensée. Eh ben, les systèmes philosophiques, c'est des systèmes beaucoup plus larges, qui du coup sont beaucoup moins pratiques parce qu'ils sont trop larges, mais ils sont beaucoup plus larges, et donc eh ben, ils peuvent vraiment tout expliquer, chaque minuscule chose. Et ça fait beaucoup. Ouais. Donc c'est pas un truc qui se construit du jour au lendemain. C'est pas un truc. On se dit bon ben d'ici demain je vais faire là, je vais créer une philosophie complète. Pas parce que personne n'est assez fort. Alors oui, parce que personne n'est assez fort en fait, mais surtout parce que ça prend du temps. Parce qu'il faut petit à petit regarder chaque chose, essayer de se surprendre et remettre peu à peu en question les choses que l'on voit, que l'on comprend, pour se dire ah oui mais en fait ces choses-là aussi, si je prends tous ces critères de vérité-là que j'avais choisis, par exemple que la vérité est derrière les choses, et derrière les apparences, pardon, euh, et ben petit à petit, chaque chose que je vais voir, je vais me dire ah oui mais en fait, fallait aussi que je me pose la question à propos de ça, fallait aussi que je me pose la question à propos de ça, fallait aussi, et il faut déjà se rendre compte que toutes ces questions se posent. D'où le fait qu'on entend, que vous avez peut-être entendu, que la philosophie, c'est l'art plus de poser des questions que d'amener des réponses. Pour cette raison-là. Parce qu'en essayant de tout comprendre au sein d'un tout cohérent, absolu, eh ben, on va essayer peu à peu de remettre en question justement toutes ces choses. Parce que on ne peut pas construire un système à partir de rien. On existe déjà dans le monde avant que on arrive à penser pour créer quelque chose. Et donc il faut passer par la phase de transformation d'un système de croyance à un autre. Et, euh, et alors c'est ça un philosophe. C'est pas celui qui a déjà tout compris. C'est celui qui a trouvé des critères de vérité nouveaux, euh, qui lui semblent être absolument certains, et qui essaie de revoir le monde dans son ensemble, peu à peu, au travers de ces critères de vérité-là. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change quand notre vie, c'est le fait d'essayer de, à partir de quelque chose qui nous semble vraiment certain, essayer de recomprendre tout le monde à partir de ça. Qu'est-ce que ça a comme effet? Qu'est-ce que ça a comme effet de ne pas vivre au travers des évidences? Parce que du coup, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit toujours sans cesse de remettre en question les évidences qui sont tellement, au bout d'un moment, sont tellement évidentes pour nous qu'elles nous structurent, qu'elles font partie de nous, qu'elles font partie de notre manière de nous comprendre, de notre manière de vivre, de nos manières d'agir. Si y a un philosophe qui remet en question l'idée traditionnelle qu'on se fait du bonheur, il va pas pouvoir juste le dire à l'extérieur, il va devoir le vivre. Il va, il va devoir vivre ce changement de paradigme. Parce que de manière générale, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on vit au travers de ces évidences qu'on ne questionne pas. Si on dit que le bonheur, c'est le fait d'avoir une grande carrière et d'avoir plein d'argent et d'avoir une famille, et c'est l'idée qui traîne dans la société et que beaucoup de gens se font, eh ben, on va vivre ce bonheur-là, si on arrive à l'atteindre. Mais on va vivre ce bonheur-là. On va vivre sous le joug d'essayer d'avoir ce bonheur-là. Ça va vraiment fonctionner comme idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on casse ce truc qui fonctionne? Ça va donner un autre truc qui fonctionne aussi, ou qui fonctionne pas. Mais on va avoir des représentations, des idées de ce que c'est le bonheur, parce que c'est l'exemple qu'on a pris, qui vont changer et qui vont donc changer notre manière de vivre, qui vont changer notre manière de nous comporter avec les gens. Et c'est jusqu'à ces choses-là qui sont vraiment remises en question. D'où le fait que ce soit un peu difficile quand on n'est pas philosophe, quand on fait pas de la philosophie, je veux dire par là, de comprendre ce que c'est que ce truc-là. En fait, la philosophie, c'est pas une discipline. C'est pas une discipline parce que c'est une grande évidence, parce que c'est juste une manière de vivre, pas au sens de développement personnel et tout, je pense qu'on aura compris à ce niveau-là. C'est une manière de vivre totale, complète, c'est une manière totalement cohérente de comprendre le monde,
comme tout le monde en a. Tout le monde a une manière de comprendre le monde. Ceux qui en ont pas, c'est plus difficile d'ailleurs d'exister. Euh, d'exister facilement en tout cas. Il faut comprendre le monde pour pouvoir vivre dedans, pour pouvoir faire des trucs ou juste pour se calmer un peu, pour pas trop paniquer. Et donc, pour comprendre le monde, on a des explications, des mots, des concepts, voilà. Les philosophes ils font pareil, mais ils le font d'une autre manière. Ils le font juste d'une autre manière. Mais du coup, on pourrait se dire, tout le monde a une manière un peu différente, finalement. Donc, qu'est-ce qui change vraiment? Il y a le fait que ces changements qui sont remis en question dans notre manière de comprendre le monde, quand on commence à faire de la philosophie, ils sont tellement profonds et ancrés qu'on se rend compte que là, il y a un truc qui se passe, que c'est pas juste un petit mot qui change. On se rend compte qu'en fait, la réalité elle-même, on y perd un peu pied. Et on se rend compte que là, on est face à un couteau. On est face à un couteau et on comprend pas. On comprend pas. Il se passe quelque chose là. Je pourrais dire c'est un couteau, mais ça résout pas le problème. Mon sentiment de compréhension n'est pas rempli parce que mes critères de vérité sont plus larges. Je le pense pas forcément comme ça d'ailleurs. La plupart des gens les gens qui font de la philosophie, les philosophes qui sont face à ce couteau, ou face à n'importe quel étonnement, ils n'ont pas l'impression que c'est juste leurs critères de vérité qui ont changé. Ça s'appelle pas comme ça dans leur esprit, et ils n'ont pas dit « Ah ok, mes critères de vérité ont changé ». Non, c'est vraiment une totale incompréhension. Quelque chose qu'on voit mais qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'arrive pas à saisir comme quelque chose de purement étrange. Mais c'est pas une étrangeté qui fait peur, c'est pas une étrangeté qui paraît terrible, effrayante, fascinante. C'est une pure étrangeté qui demande à être élucidée, qui demande à être creusée. C'est une capacité à être curieux. Et ça, c'est important et surtout c'est beau. Quelque chose qu'on dit très rarement aussi, en fait, c'est que les philosophes, c'est aussi des gens qui ont un rapport beaucoup plus facile avec la beauté. Parce que la beauté, on peut la définir de plein de manières différentes, voilà. Mais il y a le philosophe Emmanuel Kant qui la définit d'une manière vraiment très spécifique. Alors il ne parle pas de tous les types de beauté et tout, il parle d'un type de beauté bien spécifique, qui est celui qui nous laisse un peu dans un état ébahi. Et il explique comment ça arrive, ça. Comment est-ce que ça arrive quand on est dans cet état de beauté qui est vraiment laisse dans un état un peu ébahi, on ne comprend pas trop ce qui se passe, où on est subjugué. Syndrome de Stendhal, pour ceux qui connaissent quelque chose dans le genre. C'est quand on est face à quelque chose et qu'on n'arrive pas à le comprendre. Alors notre imagination fait des propositions. Notre imagination se dit « Ah, ça pourrait être ça ». Et nos critères de vérité, notre entendement, il appelle ça comme ça, nous disent non, ça colle pas. Alors notre imagination essaye autre chose. Et notre entendement dit non, ça colle pas. Et voilà, etc. Et c'est cette perpétuelle tentative de notre imagination pour aller dans tous les sens, pour s'étaler partout, n'importe comment sur ce couteau, pour essayer de le saisir, pour essayer d'imaginer par quel côté l'appréhender. Ça fait quelque chose en nous où on essaie de passer de « Ah, est-ce que c'est quelque chose qui existe pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'en fait il est virtuel? Est-ce que... » Cet aller-retour dans tous les sens, c'est ça, en fait, le sentiment du beau. Et alors, qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie, du coup? Pas au sens où, quand la philosophie sera terminée, si elle est terminée un jour, ça c'est une autre question à débattre. Si la philosophie est terminée, on apprend par cœur et du coup on connaît la vérité, voilà, non. Qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie? C'est entrer dans un processus de transformation de ces certitudes qui passe... Comment est-ce qu'on change ces certitudes? En changeant les critères de vérité.
qui nous permettent de nous dire « Ah, ça c'est évident, ça c'est pas évident. Ça, je l'accepte, ça je ne l'accepte pas. » C'est être un petit peu raffiné vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis des concepts, vis-à-vis des objets, et de se dire non, ça je ne l'accepte pas, ça j'accepte pas cette explication. Et justement, face à des objets complexes, face même à des objets simples des fois, parce que on a des goûts raffinés en termes d'explication, et bien parfois, même souvent, avoir un sentiment étrange qui peut être un sentiment de beauté. Alors j'ai pris l'exemple d'un sentiment de beauté, mais ça peut vraiment être autre chose. Il y a des philosophes qui disent que c'est un sentiment de l'absurde, que c'est un sentiment du désespoir. Mais c'est moins cool quand même. Donc on va dire que c'est faux. Voilà, on pourrait dire qu'on a un critère de vérité qui nous dit que quand même, si c'est pas cool, on n'accepte pas. Alors bon, pas sûr que j'arrive à faire tenir l'ensemble du monde au sein d'une certitude comme celle-là. Mais ça va quand même peut-être m'aider à faire plein de trucs. Si je me dis simplement que je fais des trucs... de quoi je parlais déjà Bon, on n'a qu'à dire c'est la fin du podcast. Alors qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris que les gens qui font de la philosophie, les philosophes, j'ai pas fait de différence dans le podcast entre ça, on peut en faire, mais voilà. Les philosophes, c'est des gens qui ont des critères de vérité, je l'ai dit des tas de fois ce truc-là, qui diffèrent d'avec les évidences qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et qui donc sont forcément en décalage avec le réel. Ce truc-là, certains appellent ça, c'est pas très répandu comme appellation, donc si vous le dites, peut-être on vous comprendra pas, mais on appelle ça le paradoxe du philosophe. C'est le fait que le réel nous semble paradoxal, nous semble contradictoire, parce qu'on a des critères de vérité qui nous semblent absolus et qui ne correspondent pas avec le monde. Et donc on ne peut plus vivre dans ce monde-là, pas au sens où c'est moralement inacceptable, ou au sens où... je ne saurais pas en quel sens, mais ou parce qu'on a envie, ou pour faire stylé, mais parce que c'est pas possible, parce que ça fonctionne pas, parce que ça n'est pas acceptable, pas au sens moral, mais au sens épistémique, c'est-à-dire au sens de la vérité. Ça n'est pas vrai. Ou en tout cas, ça n'est pas vrai si on le définit de la manière dont on le définit traditionnellement, habituellement. Et donc la philosophie, c'est ce travail de transformation d'un système à un autre au travers d'une ou plusieurs certitudes qui, elles, sont vraiment structurantes pour la réflexion. Je veux dire, la science, c'est un peu la même chose, même si ça ne questionne pas à propos de tout. Il y a une certitude dans la science hypothético-déductive, c'est-à-dire la science telle qu'elle existe surtout aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les sciences dures, c'est le fait que le réel est rationnel, par exemple. Ou que une expérience ne peut pas se tromper. Si une expérience ne prouve pas la théorie, ça ne peut pas être l'expérience qui se trompe. C'est peut-être la méthode d'analyse, peut-être la manière dont on a analysé l'expérience, probablement souvent la théorie, mais ça ne peut pas être l'expérience elle-même. Alors on allait me dire oui, forcément, mais ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut remettre en question. Non pas qu'on va le faire là, non pas que ce soit ce que je pense, mais ça peut être quelque chose qu'on peut remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a des certitudes auxquelles on croit pas, et qu'à partir de ces certitudes, on va reformuler le monde dans son ensemble. Et peut-être les gens qui sont allés très loin dans une discipline de la connaissance, je veux dire, ça peut être la philosophie, ça peut être une science en particulier, ça peut être une religion, et qui ne l'étaient pas dès le début, qui n'étaient pas au sein de ça dès le début de leur vie, ils ont senti ce passage qui évolue en eux, ce moment de transition où c'est le monde lui-même qui semble ne plus trop tenir en place. Alors si les gens ont fait de la chimie, ça n'a probablement pas changé grand-chose. Mais s'ils ont fait de l'anthropologie, s'ils ont fait de la sociologie, s'ils ont fait de la philosophie, s'ils ont fait de la s'ils sont rentrés dans une religion, ça change vraiment quelque chose parce que ça traite d'aspects du monde et ça modifie notre rapport aux évidences. Et dans ce moment de bascule, dans ce moment très précis de bascule, entre une réflexion et une autre, il y a quelque chose, on voit le monde sous un rapport vraiment étrange, sous un rapport insaisissable, parce que l'évidence que l'on avait à propos du monde ne fonctionne plus,
et en même temps on n'a pas encore tout à fait compris la manière dont il fallait le reconstruire. Eh ben, la vie d'une personne qui fait de la philosophie, même si elle part de certitudes et elle essaie de fonder que des certitudes, eh ben, c'est une vie entièrement là-dedans. Une vie dans l'étrange, dans le bizarre, dans l'incertitude, dans le flou du monde. Et c'est comme ça que vivent les philosophes.